1, 2, 3, 4. Salut tout le monde, on repart aujourd'hui pour un petit hors-sujet. Ce coup-ci, on va complètement changer d'époque avec un spécial super-héros. Quand on parle de séries de super-héros, on pense surtout en général aux séries des années 90, par exemple l'excellente série Batman dont j'avais déjà parlé, scénarisée par Paul Dini, le même qui a scénarisé Arkham Asylum ou Arkham City. Série Batman qui a en plus inventé des choses, comme par exemple le personnage d'Harley Quinn. Dans la même époque chez DC, on trouve aussi la série Superman ou la série Justice League, qui sont aussi deux excellentes séries. Chez Marvel, dans le même temps, on trouvera des trucs sympas, Spider-Man, X-Men, etc., qui sont aussi deux très bonnes séries, même si selon moi, ça vaut pas la série Batman. Alors avant de commencer de parler des vrais super-héros, ceux qui étaient dans les comics, on va d'abord commencer par parler de ceux qui nous faisaient chier. On va commencer par parler de Captain Planet. Bah arrête, j'ai compris là, c'est bon. Captain Planet donc, ou les aventures de 5 adolescents venus des 4 coins du monde à qui Gaïa, la déesse de la Terre, a confié 5 anneaux pour sauver la planète de la pollution. Ah franchement, je déteste ces séries qui essayent de vous faire des choses, je veux dire, c'est bon quoi, ça va, on est tous un peu responsables quand même. Oh. Et donc, chaque épisode se déroule selon le même schéma, un méchant pollue parce que c'est un méchant. J'ai horreur d'un air sain et pur. Qui est stupide déjà, personne ne pollue juste pour polluer, ça a aucun sens. Les planétaires essayent de l'arrêter, mais n'y arrivent pas. En même temps, je pense que Gaïa a sûrement choisi les mecs les moins compétents du monde, comme dans cet épisode où il y a un nuage polluant qui attaque un bus. Moi, je prétends que ce nuage n'était pas naturel. Ah bon? Et comment tu le sais? Parce qu'il avait des yeux. Parce qu'il était couché sur un car. Parce qu'il a essayé de tuer des gamins dans un bus scolaire en cassant les essieux. Bref, dans l'ordre du scénario de chaque épisode, après quelques minutes, ils appellent Captain Planet qui arrive et bat le méchant et tadam, c'est fini. Voilà, donc ça c'était la construction standard de la plupart des épisodes de Captain Planet. Bon, là encore ça va. Le problème c'est quand les auteurs commencent à s'intéresser à des sujets que visiblement ils ne maîtrisent pas du tout. Parlons de cette chose merveilleuse, mais totalement interdite, qu'est la drogue. L'épisode commence donc avec un jeune homme qui court dans les rues et une voix off qui nous explique qu'il vient de déménager dans une nouvelle ville et que c'est un peu dur quand même parce qu'il connaît personne et que donc drogue. Oh, ça c'est l'intro la plus rapide d'un problème que j'ai jamais vu quoi, je veux dire. Attendez, la drogue c'est une pente, c'est une accumulation de problèmes qui te conduisent à tomber là-dedans, c'est pas juste genre... Putain, je trouve plus mes clés. Je trouve plus mes clés. Non, non, non. En plus, c'est pas genre il commence doucement, c'est direct je vais voir le ramutant au coin de la rue et je prends le sac de pilules jaunes qui brille. Donc ensuite on retrouve la blonde qui était en fait la cousine du type qu'on a vu juste avant et qui, à cause de la drogue maintenant, porte des lunettes de soleil et des t-shirts avec des têtes de mort. Ça me dégoûte. Et à cause de la drogue, le cousin devenu irresponsable met le feu à la maison. C'est une catastrophe, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Les pompiers, appelez les pompiers. Il faut que j'appelle l'assurance. Ah ben non, tiens, il fait bon, on va aller faire du vélo plutôt. Allez, viens, cousine. On s'amuse bien, non? Et tant qu'on fait du vélo, ça te dirait de prendre un peu de drogue? Merde, ça va vite là quand même. Je veux dire, c'est pas juste un pote un peu défoncé à qui il propose de fumer un joint, c'est quelqu'un de sa famille. Bonjour papy, ça te dirait d'aller faire du vélo, hein? Et de prendre de la drogue? Regarde-moi ça, il est tellement défoncé que son t-shirt change de couleur tout seul. Mais bon, grâce à un habile stratagème, il réussit finalement quand même à droguer sa cousine. Je sais pas, je comprends pas, je vois pas d'explication, il y a aucune raison pour qu'il aille droguer comme ça, sans raison, sa jolie cousine blonde, quoi. Vous êtes dégueulasse. Bref, pendant ce temps-là, sur l'île de l'Espoir, oui, Gaïa révèle aux planétaires les conséquences de la drogue. Washington a été détruite. Seb, éteins ça, t'as pas vu ce qu'elle a dit? Ah ça va, c'est juste... Ok. Les planétaires décident donc d'aller aider ces pauvres victimes de la drogue en les brûlant jusqu'au dernier. Meurs par le feu, sale drogué!
Et à partir de là, cet épisode devient un film de zombies. Les gens se mettent à attaquer les planétaires. Le cousin de la blonde se blesse en voulant sauter par la fenêtre et se met à pisser le sang. Là, il y a le black qui vient pour l'aider. Puis... ah mais non, il aide pas en fait, j'ai rien dit. Et finalement, à la fin de l'épisode, évidemment, le cousin de la blonde comprend qu'en fait, la drogue, c'est mal, et a bien compris la leçon de ne plus recommencer. Non, je déconne. Il meurt dans d'atroces souffrances. C'est pas une blague? Il est mort? Attends, non mais genre mort pour de vrai, quoi, je veux dire. D'une overdose? Enfin... waouh! Enfin, je veux dire, c'est la mort, quoi, la vraie, tu vois, la mort, quoi. Il aurait juste pu, je sais pas moi, s'évanouir et revenir à la fin de l'épisode pour dire « Ah, j'ai compris la leçon », mais non. Ils appellent Captain Planet et font « Ouais, vas-y, Captain Planet !» alors qu'il y a encore le corps du cousin à ses pieds. Puis finalement, ils abandonnent son cadavre sur la rambarde d'un immeuble et se barrent. Enfin bref, morale de cet épisode... Ne vous droguez pas. Non, ne déménagez jamais. Bref, maintenant passons sur les vrais super-héros, ceux des comics. Moi, ce que j'adorais, c'était à quel point les génériques de cette série étaient badass. Yeah! 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 Dès que le danger l'appelle, elle casse la dé, elle taille, elle saute en tourette. Voilà donc, et pour cet épisode, on va repartir à une époque où les Russes étaient encore des méchants, la fin des années 60, générique! Les années 60 voient deux choses en parallèle. Hollywood se casse la gueule et se voit remplacé par la démocratisation de la télévision, ce qui explique la multiplication des séries, comme par exemple L'Homme Invincible, Iron Man, Captain America. Notez d'ailleurs que beaucoup de ces séries étaient plus des motion comics et pas vraiment des vrais dessins animés. On avait aussi Les 4 Fantastiques, qui est une série dont je vais pas parler parce qu'elle est un peu chiante. Par contre, le générique des 4 Fantastiques est fantastique. Bravo. Richard, au bras magique, Ben Grimm, l'homme de pierre, Johnny, la torche humaine, Suzanne dans son champ protecteur. À l'image, Jean-Paul, et le sono, Maxime. Mais bon, cette époque nous a quand même donné des génériques et des séries mémorables. Prenez le Spider-Man de 67 par exemple, très connu pour être une énorme source de mèmes sur le net. En chasse une fois de plus pour le journal de Jameson. Des lumières mystérieuses partent. Arrête de parler tout seul. Les seules lumières que j'ai vues au loin sont des vers luisants. Mettez vos ceintures. Arrête de parler tout seul. Cela brille. Des mystérieuses lumières, peut-être. Ta gueule! Ah mon dieu, je déteste cette série, quoi. Les personnages passent leur temps à faire des monologues pour expliquer aux spectateurs ce qui se passe. Ensuite, elle est vraiment très mal animée. Le seul point positif, c'est qu'on retrouve au moins tous les personnages du comics, comme le Docteur Octopus dans son survêt Décathlon, ou Pierre Parker. Oui, Pierre Parker, parce que les noms propres sont traduits aussi. Si à ça, en plus, tu rajoutes que la version française a été doublée par des acteurs à qui on a probablement volé leurs âmes. Trop tard, araignée. Tu le paieras cher si tu lui fais du mal, Octo. Araignée, comment as-tu été attrapée? Ah, vous le sentez bien, le danger et la panique dans ce dialogue-là. Enfin bref, donc cette série cumule les tares en tout genre. Un gros méchant! Enfin bref, même si cette série était un peu pas terrible, au moins elle avait le mérite d'essayer de respecter le comics. Puis arriva le Japon. Enfin bref, vous connaissez l'histoire, Peter Parker, piqué par une araignée radioactive, donc qui obtient les pouvoirs de Spider-Man. Quoi, c'est pas ça? Et non, c'est pas ça, parce qu'on est au Japon! Donc, l'histoire commence dans l'espace, avec un vaisseau à tête de lion qui s'appelle Marveleur, qui est observé par deux extraterrestres qui veulent tuer le professeur Yamashiro parce qu'ils pourraient découvrir la vérité, que en fait ce sont les dirigeants de l'armée de la Croix de Fer qui projettent d'envahir la Terre. Donc il y a la fille qui met une chemise et qui récupère Bunko Ryu, le petit robot dinosaure en pâte à modeler, pendant ce temps-là sur Terre, pendant le tournage d'un épisode... Ah, silence! C'est assez compliqué comme ça. Donc pendant ce temps-là sur Terre, il y a le tournage d'un épisode de Turbo, le vaisseau s'écrase dans une montagne, et puis il y a un mec qui répare une moto, et Attends, mais c'est pas l'extraterrestre, elle? Mais attends, pourquoi l'autre meuf, elle fait genre qu'elle la connaît? C'est celle qui était dans le vaisseau il y a 10 secondes. Et c'est qui celle-là? Je comprends plus rien. En même temps, regarde-les, c'est difficile de les différencier, ils se ressemblent.
Bon, donc alors il y a les deux filles qui sont parties avec le vieux en montagne pour chercher le robot géant du début qui s'est écrasé, suivi de la méchante qui veut envahir la Terre et du dinosaure en pâte à modeler, pendant que le mec qui fait de la moto, il entend des voix. Putain, vous allez arrêter ces gros plans, ouais. Ensuite, alors, donc il y a le père du héros dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est le père du héros qui meurt, et puis il rencontre un extraterrestre, qui meurt aussi, et qui lui demande de se venger du professeur Monster dans son vaisseau spatial. Ok, donc le vaisseau extraterrestre, c'est dirigé par le professeur Monster, d'accord. Ouais, c'est logique, ouais. Et ça, qu'est-ce que j'en fous? Ah mais non, ça y est, regardez, voilà Spider-Man. L'explication, c'est qu'en fait, la planète des extraterrestres s'appelle la planète araignée. Du coup, tout est parfaitement logique maintenant. Bon, de toute façon, à partir de ce moment-là, l'épisode devient un mindfuck géant. C'est quoi cette entrée de chant? Et puis évidemment, qui dit Spider-Man dit robot géant, donc il se bat avec un robot géant et il repart dans sa Spider-voiture, et puis voilà. Et voilà, fin de l'épisode. Alors, bilan de tout ça. Excusez-moi, vous êtes japonaise? Voilà, on a parlé de Marvel, alors maintenant parlons de DC, avec Batman, probablement le super-héros le plus aimé de tous les super-héros. Batman a eu énormément d'adaptations, en partant du Batman de 43, où Batman avait un super costume, en passant par la très célèbre série des années 60, jusqu'au dernier OAV de Batman qui continue à sortir régulièrement. D'ailleurs, en parlant de la série Batman des années 60, il y a eu aussi un long métrage qui a été fait dessus, et je pense qu'il est quand même important de vous en parler pour que vous compreniez le chemin qui a été fait entre ça... et ça. Rendez-vous, bande de criminels! Donc le film commence par une voix off qui nous explique qu'une arme a été capturée sur ce bateau qu'on voit. Batman et Robin décident alors de partir à sa rescousse, pour ça ils utilisent l'hélicoptère. Non, le Batcopter. Bon, ok, donc le Batcopter donc passe au-dessus de Gotham, tout le monde est très content, hein, Robin en profite pour draguer un peu les filles au passage, ou le mec plutôt on dirait. Enfin bref, en arrivant au-dessus du bateau, Batman décide de sauter dessus en utilisant l'échelle du... Non, la Bat-échelle. C'est qu'une échelle, quoi, tu le vois bien. Mais d'une manière surprenante, le bateau disparaît et Batman se voit attaqué par le requin le moins dangereux du monde. Ne vous plaignez plus jamais d'un film Batman après ça. Et là, une bataille épique s'ensuit et... Putain, sérieux, ils auraient au moins pu enlever les bruits de caoutchouc quand ils tapent dessus, je sais pas. Bref, heureusement, Batman a toujours dans son hélicoptère son spray anti-requin. Quoi? C'est pas la peine de me filmer, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? C'est un spray anti-requin. Et il en a même un pour les baleines, quoi, le truc qui mange que du plancton. Et là, finalement, le requin finit par lâcher prise et... explose? La vache, on en est qu'à la 9ème minute du film en plus. Retour à Gotham d'un coup après la conférence de presse, Batman, Robin, le commissaire Gordon et l'autre mec que je sais pas qui c'est, décident de trouver qui est l'auteur de la disparition de ce bateau et pour ça ils décident de consulter la liste des super criminels en liberté, en y allant tous de leurs petits commentaires au passage. Le pingouin, ce monstre qui marche en canard en faisant bouffer ses plumes, brandissant ses millions de parapluies piégés. Le Joker. Ce clown démoniaque, prince du crime. Si j'avais reçu $1 chaque fois qu'il m'a roulé, eh bien je serais riche. Le Sphinx aussi est libre? On dirait, libre de nous poser ces épouvantables énigmes. Ça alors, la femme chat. Elle est... Merde! Et après, nous avons une des meilleures scènes de déduction de ce film. Je rappelle que Batman est censé être le meilleur détective du monde. Mais avant de la regarder, voici quelques consignes de sécurité. Mesdames, messieurs, la scène qui va suivre ne contient absolument aucune logique. Avant de la visionner, vous pouvez déposer votre cerveau à droite ou à gauche. Veuillez attacher votre ceinture. Ça pourrait être l'un d'entre eux, mais voilà, lequel? Mystère. Ou plutôt lesquels? Oh,
Pensons qu'un poisson m'a happé le pied au-dessus de l'océan. Où il y a du poisson, on trouve des pingouins. Mais attention, le poisson est l'aliment des chats. C'est peut-être la femme chat. Oui. Et ce requin piégé, c'était un coup de poker pour m'abattre. Le Joker. Tout cela nous pose une terrible énigme. Une énigme. Le Sphinx. Quoi? Ah là là, c'est un mauvais jour pour Batman, le super détective, qui chute directement à la 8e place du classement juste derrière Derrick et Nestor Burma. Tandis que les méchants sont occupés à faire des trucs de méchants, quoi. Batman est de retour à la Batcave où il découvre que le faux bateau a été projeté depuis une bouée. Tout ça grâce à la super technologie de la Batcave. 9B. Vite, programme notre calculatrice avec ses facteurs. Roger. Je ne sais pas m'en servir, Batman. Bref, Batman et Robin décident alors d'aller vers la bouée en question pour y trouver des indices, mais les méchants les y attendent, dans leur sous-marin de méchants, avec des palmes, pilotés par des pirates qui font yo-ho. Angle de montée 3 degrés. Yo-ho, montez 3 degrés. Sur Terre, vous pouvez commander. En mer, il vous faut plier. Ah, vos gueules! Et bref, les méchants donc utilisent un appareil pour accrocher Batman et Robin à la bouée et en profitent pour leur tirer des missiles dessus. Nom d'une pipe, mais qu'est-ce qui arrive? Les Forbans. Ils ont transformé cette bouée en un gigantesque électroaimant. Nous sommes pris par les boucles métalliques de nos ceintures. Enlevez vos ceintures. Oh, une torpille devant! Si j'arrive à inverser la polarité et à lui opposer une super énergie... Enlevez vos ceintures! En voilà encore une, Batman! C'est bien notre veine. Les batteries sont cuites. Enlevez vos ceintures! Vous êtes qui, vous? Mais malheureusement, les méchants réussissent à toucher la bouée avec une torpille qui explose avec Batman et Robin dessus. Yo-ho! Yo-ho! Surface, monsieur Barbe-Bleue, surface! Allons repaître nos regards de cet affreux massacre. Ils sont morts? J'espère, je croise les doigts. Ah, Batman, quelle noblesse dans le geste chevaleresque de ce marsouin. Oui, Robin. Noblesse de la part de cet animal de s'être placé sur la trajectoire de cette torpille. Il s'est sacrifié pour nous. Retour sur la berge où Batman téléphone à l'amiral pour lui demander s'il a vendu un sous-marin récemment. Un marsouin? La la la, est-ce que j'ai vendu un sous-marin récemment? La 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 la, je suis idiot. Réponse affirmative, Batman. Nous disposions bien d'un sous-marin des surplus jusqu'à vendredi. Un modèle pré-nucléaire. Merci bien, ça me suffit amplement. 20 000 sabords, Batman, vous avez là tout à coup si amer. Avons-nous fait une bêtise par hasard? Vous vendez un sous-marin préatomique à une personne qui ne vous laisse même pas son adresse. Mes compliments, amiral. Mais allez, on s'en fout, hein, parce que pendant ce temps-là, l'homme mystère leur adresse une nouvelle énigme. Que fait un végétarien devant une dinde bien rissolée? Il l'avale goulûment. Quoi? Bien sûr. Et numéro 2? Qui pèse 200 grammes et dans un arbre et est très dangereux. Un moineau armé d'une mitrailleuse. Deuxième chute consécutive pour Batman qui repère encore 3 places et passe derrière l'inspecteur Gadget. Pendant ce temps-là, les méchants établissent un plan pour enlever Bruce Wayne afin d'attirer Batman dans un piège grâce à Catwoman qui doit draguer Bruce Wayne lors d'une soirée. Ce dernier accepte de sortir avec elle, sans savoir que c'est Catwoman évidemment, mais demande quand même à Robin et à Alfred de les suivre. Attends, quoi?
Est-ce que je viens de voir Alfred tranquillement conduire la Batmobile devant tout le monde? Attendez, excusez-moi, vous êtes pas Alfred, le majordome de Bruce Wayne? Oui. Mais ça veut dire que Bruce Wayne est Batman? Non. Bon, allez, on se calme. Ça aurait pu être pire, après tout. Ça aurait pu être le marsouin qui pilote la Batmobile. Allez moins vite, faites-le durer. Mademoiselle Kitka, est-ce que vous me ferez visiter votre superbe appartement? C'est une métaphore. En fait, il parle de ça. Allez, donc, pendant ce temps-là, dans la voiture... Tu sais, Robin, ça fait longtemps que je voulais te dire que je trouve tes petites cuisses très attirantes. Arrête d'inventer des trucs. Ok, c'est bon, ça va. Donc, les méchants attaquent Bruce Wayne, qui leur décoche une réplique cinglante. Bande de criminels. Mais malgré cette attaque verbale, les méchants réussissent quand même à le maîtriser, puis à l'enlever. Twister, c'est parti, les fous rires sont garantis avec Twister. Pendant ce temps-là, dans la voiture... Oh, you touch my tra-la-la. Bon, arrête avec ça, je t'ai dit. Ok, ça va, ça va. Et donc là, la nouvelle de ces événements se répand partout dans le monde. Non, pas celle-là. Voilà, celle-là. Après l'avoir ramené au repère des méchants, Bruce Wayne réussit quand même à s'échapper en évitant au passage un piège du Joker. D'ailleurs, on apprend visiblement que dans le monde de Batman, tout corps immergé dans la mer explose. Moi, après chaque cascade, pour reprendre des forces et me décontracter, je bois Clipton Yellow, un thé pour nous, les cascadeurs. Bruce Wayne donc décide de revenir en Batman là où il avait été enlevé avant de constater qu'une bombe s'apprête à exploser. Sauve-toi, Robin! Après, on a la fameuse scène où Batman court dans la rue avec une bombe, une scène ultra connue sur le net d'ailleurs, et finalement la bombe explose avec Batman. Mais ne vous inquiétez pas les enfants, Batman n'est pas mort! Batman! Batman, l'exploratrice. Hello kids, devinez où je suis. Vous me voyez pas? Regardez bien, je suis là. Je suis là, Robin. Vous m'avez fait peur. Bref, après il se passe plein de trucs, hein. Il y a le pingouin qui vient à la Batcave, puis qui s'échappe avec la Batmobile, suivi par Batman et Robin qui le filent en hélico, mais là il y a l'homme mystère qui tire encore un missile qui frôle le Batcopter, qui tombe, qui gigote, qui se retourne, et qui s'écrase sur le sol. Ah, si vous aimez Batman, faites qu'il meure, que ça s'arrête. Ça alors? Oh, quelle veine! Atterrir sur un tapis de caoutchouc mousse? Oui, Robin. Je suis... Bon, mais non, ça suffit, hein. J'ai rien dit pour Alfred, j'ai rien dit pour le marsouin, j'ai rien dit pour les énigmes. Tu en fais une seule connerie, une seule, je me casse, d'accord? Bon, donc le film reprend sur l'homme mystère qui envoie... Oh non! 17 Oh non! Des pommes en compote, voyons. C'est comme une sorte d'union par le mélange. Un œuf, c'est une merveille naturelle. Il contient à lui tout seul l'espoir pour l'avenir. Quelque chose qui représente l'union pour l'avenir. L'organisation du monde uni. Précisément, Robin. Et c'est la fin aujourd'hui pour Batman qui repère encore 23 places et passe derrière Scooby-Doo. Bon, allez, stop, c'est bon, pour moi c'est terminé. De toute façon, si je voulais vous parler de tout ce film, il me faudrait 30 minutes de plus. Donc, voici la fin en mode abrégé. Les méchants vont au siège de l'ONU, dégomment tous les diplomates qui s'en fichent complètement vu qu'ils continuent à discuter tout seuls. Batman et Robin courent devant un fond bleu, les pirates font yo-ho, le mec qui a écrit les dialogues est un trou du cul, paf, boum, bam, kabam. L'équipe du Puy du Fou a gagné, et là Batman réalise que Catwoman était en fait la nana qui voulait se taper 30 minutes plus tôt. Serait-ce possible? Mademoiselle Kitka? Finalement, ils récupèrent les diplomates en poudre, les retransforment en humains, se plantent en inversant leur corps et leurs âmes et décident de se barrer discretos par la fenêtre avant de se faire choper pour leur connerie. Partons. Mais sans nous faire remarquer.
Et voilà, c'était Batman, le film des années 60. Alors, bilan de ce film et bilan de tout cet épisode sur les super-héros. Trouvez le Joker, les enfants. Trouvez-le. Where are they? Where are they? Where are they?